J'ai été accusé à tort d'agression sexuelle par ma nièce de 13 ans. Ma famille m'a anéanti. Ma petite amie est partie et j'ai tout perdu. Mais 6 mois plus tard, la vérité a éclaté. Et maintenant, ils veulent se réconcilier. Pas question. Alors, laissez-moi vous planter le décor. À l'époque, je m'en sortais plutôt bien. J'avais un bon poste dans la gestion de projet, je possédais un appartement correct dans un beau quartier de Lyon, j'avais des amis, j'avais une vie. Rien d'extraordinaire, mais j'avais travaillé dur pour construire quelque chose de stable. Après des années à trimer à l'université et à des postes de débutants, ma famille et moi étions proches, du moins c'est ce que je croyais. Les dîners du dimanche, les réunions de famille pour les fêtes, la totale. Ma sœur, Sophie, et moi étions particulièrement proches. Nous avions grandi en veillant l'un sur l'autre. Et quand elle a eu sa fille, Mélanie, j'étais là à l'hôpital, le premier, à part le père, à tenir cet enfant dans mes bras. J'adorais être un oncle. Je prenais ce rôle au sérieux, vous savez. J'allais aux événements scolaires de Mélanie, je l'aidais à faire ses devoirs quand Sophie était débordée de travail, je lui ai appris à faire du vélo, les trucs habituels d'un oncle. La gamine était intelligente, drôle, un peu théâtrale parfois. Mais quelle adolescente ne l'est pas? Sophie était mère célibataire depuis son divorce quand Mélanie avait 8 ans, alors j'essayais de l'aider quand je le pouvais. Rien de bizarre, rien d'inapproprié, juste être une famille. Mélanie était cependant toujours un peu difficile à gérer. Sophie avait ce style d'éducation où elle ne disait pratiquement jamais non à la gamine. Tout ce que Mélanie voulait, Mélanie l'obtenait, un nouveau téléphone, bien sûr, sauter les corvées, pas de problème, répondre aux adultes, ce sont juste des adolescents qui font leur crise, n'est-ce pas? J'avais mentionné à Sophie quelquefois que peut-être quelques limites aideraient, mais elle se mettait sur la défensive. Elle disait que je ne comprenais pas parce que je n'étais pas parent. Soit, je suppose. Mais il y a eu cet incident environ 6 mois avant que tout explose. Nous étions tous chez mes parents pour une réunion dominicale quelconque. Mélanie était dans une de ses humeurs, irrespectueuse envers notre mère, levant les yeux au ciel, faisant des remarques désobligeantes. Je l'ai prise à part, sans même crier ou quoi que ce soit, et j'ai juste dit quelque chose comme « Eh, c'est ta grand-mère. Tu dois surveiller ton ton. » Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé et a eu ce regard froid dans les yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Puis elle est partie en trombe voir Sophie, et je l'ai entendue se plaindre de la façon dont je l'avais embarrassée devant tout le monde. Sophie est venue me dire de me mêler de mes affaires, qu'elle s'occuperait de sa propre fille. Je me suis excusé, j'ai laissé tomber et je me suis dit que ça ne valait pas la peine de faire un drame. J'aurais dû prêter plus d'attention à ce regard que Mélanie m'a lancé, cependant. C'était le premier signal d'alarme que j'ai complètement manqué. Avance rapide jusqu'à la fin du printemps, il y a 3 ans. Mes parents organisaient un barbecue chez eux en banlieue. C'était un truc de famille assez classique, des hamburgers et des merguez, des cousins qui couraient partout, cette ambiance de week-end en banlieue. Je suis arrivé après le travail, encore en chemise, mais j'ai enlevé la cravate. Tout semblait normal au début. Mélanie était là avec quelques-unes de ses amies, faisant ce truc où les adolescentes se regroupent et chuchotent. J'ai dit salut. Elle m'a à peine adressé la parole. Peu importe. Les adolescents sont lunatiques. Environ 1 heure après le début du barbecue, Sophie m'a entraîné dans la cuisine. À la seconde où je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Son visage était pâle, ses mains tremblaient et elle avait ce regard de rage absolue dans les yeux. Avant même que je puisse demander ce qui se passait, elle s'est plantée devant moi et a dit « As-tu touché Mélanie ?» Je suis là, complètement confus. « De quoi tu parles ? L'as-tu touché ?» Mon cerveau ne pouvait littéralement pas traiter ce qu'elle demandait. « L'a touché ? Comment ça ? Un top là, un câlin ? Qu'est-ce qu'elle voulait dire ? » Puis elle me l'a expliqué en toutes lettres, et j'ai eu l'impression d'avoir été percuté par un camion. Elle a dit que Mélanie était venue la voir la nuit précédente en pleurant, disant que je l'avais touchée de manière inappropriée, que je l'avais agressée. J'ai juste regardé Sophie, attendant qu'elle rie, qu'elle dise que c'était une mauvaise blague. Mais elle ne riait pas. Elle était morte de sérieux. Et elle me regardait comme si j'étais la pire chose qui ait jamais existé. Sophie, ça n'est jamais arrivé. Jamais je ne. Elle ne m'a pas laissé finir. Elle m'a giflé violemment, en plein visage. Puis elle s'est mise à hurler de sortir, qu'elle appelait la police,
que j'étais dégoûtant, qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Mes parents sont arrivés en courant, d'autres membres de la famille s'amassant dans l'encadrement de la porte, tout le monde me regardant comme si j'étais une sorte de prédateur. J'ai essayé d'essayer de leur dire que c'était insensé, que je n'avais jamais rien fait de mal, mais personne ne voulait m'entendre. Sophie était déjà au téléphone avec les flics. Et ma mère pleurait, et mon père avait l'air de vouloir me frapper aussi. La seule chose que je pouvais penser à faire était de partir avant que les choses n'empirent. J'ai quitté ce barbecue dans un état second, conduit jusqu'à la maison en pilote automatique, me suis assis dans mon appartement et j'ai juste essayé de traiter ce qui s'était passé. Ma nièce, cette gamine que j'avais aidé à élever, venait de m'accuser de quelque chose de si ignoble que je n'arrivais même pas à le comprendre. Et ma sœur, ma propre sœur, qui me connaissait depuis toute ma vie, l'avait cru sans même demander ma version des faits. La police est arrivée à mon appartement ce soir-là. 2 inspecteurs, très professionnels. Ils m'ont demandé de venir au poste pour répondre à quelques questions. J'y suis allé volontairement parce que je n'avais rien à cacher. Je leur ai dit exactement ce que j'avais fait la nuit où Mélanie prétendait que cela s'était produit. Il s'est avéré que j'avais un alibi plutôt solide. J'étais à un dîner de travail avec toute mon équipe ce soir-là, de 18h à presque minuit. 15 témoins, des reçus de restaurant, tout était documenté. Les inspecteurs semblaient sceptiques quant à l'accusation dès le début, mais ils devaient enquêter. Ils ont interrogé Mélanie plusieurs fois. Son histoire n'arrêtait pas de changer. D'abord, elle a dit que ça s'était passé dans mon appartement. Puis elle a dit que c'était chez mes parents. Puis elle ne se souvenait plus exactement quand. La chronologie qu'elle a donnée ne correspondait à rien. Un inspecteur m'a dit plus tard, officieusement, qu'il voit parfois de fausses accusations, mais qu'ils doivent quand même enquêter à fond. J'ai apprécié son honnêteté, mais cela n'a pas rendu le processus moins destructeur. Chaque interrogatoire, j'avais l'impression d'être traité comme coupable jusqu'à preuve du contraire. Chaque question semblait piégée. Le pire, c'était attendre qu'il vérifie mon alibi, attendre que l'histoire de Mélanie s'effondre. Chaque jour qui passait était un jour de plus où ma vie était en suspens. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années me contactaient. Et mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. C'est vrai? Un vrai soutien. J'ai fini par changer de numéro après la première semaine. Vous voyez, voici ce que personne ne vous dit sur le fait d'être accusé de quelque chose comme ça, même quand vous êtes innocent, même quand les preuves montrent que vous n'avez rien fait de mal, les gens vous regardent toujours différemment. En 2 jours, tout mon quartier était au courant. Quelqu'un avait posté à ce sujet sur les réseaux sociaux, sans utiliser mon nom, mais en donnant suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. Mon propriétaire m'a appelé 3 jours après l'accusation et a dit que les autres locataires étaient mal à l'aise avec moi vivant dans l'immeuble. Quand j'ai demandé sur quelle base il pouvait m'expulser alors que je n'avais été accusé de rien, il a reculé mais a dit qu'il gardait un œil sur la situation. Au travail, c'était pire. Mon patron m'a convoqué pour une réunion et a dit que je devrais peut-être prendre un congé. Je lui ai dit que j'avais un alibi et que la police le vérifierait. Il m'a jeté ce regard compatissant et étudié et a dit que ce n'était pas une question de culpabilité ou d'innocence. C'était une question d'image. L'entreprise ne pouvait pas se permettre d'avoir quelqu'un sous enquête qui y travaillait. Il me garderait en congé payé pour le moment, mais l'implication était claire. Cette réunion m'a anéanti plus que l'accusation elle-même. C'était une entreprise à laquelle j'avais donné 6 ans de ma vie. J'avais travaillé les week-ends, passé des nuits blanches sur des projets et formé de nouveaux employés. Et à la seconde où les choses se sont compliquées, ils m'ont jeté dehors. Peu importait que je sois innocent. Je lui ai dit que j'étais innocent, que j'avais un alibi, que c'était clairement faux. Il m'a regardé comme s'il voulait me croire mais n'était pas sûr. Il a dit que c'était juste temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Ce congé temporaire s'est transformé en une mise à l'écart discrète en moins d'1 mois. Je ne pouvais pas aller à l'épicerie sans que les gens chuchotent. Je ne pouvais pas aller à la salle de sport sans que quelqu'un me fixe. De vieux amis ont cessé de répondre à mes appels. Des gens que je connaissais depuis des années m'ont simplement ignoré. Un ami m'a envoyé un texto qui disait « Je ne sais pas quelle est la vérité, mais j'ai des enfants, donc je ne peux pas m'associer avec toi en ce moment. » J'ai parfaitement compris. Tout le monde se protégeait. La salle de sport était particulièrement pénible.
J'allais au même endroit depuis 4 ans. Après l'accusation, les gens changeaient de côté quand j'arrivais. Finalement, j'ai juste arrêté d'y aller, j'ai annulé mon abonnement et je me suis entraîné à la maison. Mes parents ont envoyé un seul texto pendant ces 4 premiers mois. Ils disaient, nous prions pour que la vérité éclate, pas, nous croyons en toi. Juste une vague déclaration sur la vérité. Leur silence disait tout. Les quelques membres de la famille qui ont pris contact étaient pires. Ma tante a dit qu'elle devait d'abord protéger ses propres enfants. Mon cousin m'a demandé si je passerais un test polygraphique. Mon oncle a suggéré que je m'excuse auprès de Mélanie pour arranger les choses. M'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait juste pour que tout le monde soit à l'aise. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années sont sortis de l'ombre avec leurs opinions. Je me souviens que tu étais plutôt silencieux à l'école, et devenu, tu as toujours été louche. Chaque aspect normal de ma personnalité a été recadré comme suspect. Le pire, c'est que je n'arrêtais pas de penser que tout cela passerait une fois que la vérité éclaterait. Je n'arrêtais pas de penser, d'accord, ils vont enquêter. Ils verront que Mélanie ment, et tout le monde s'excusera, et nous passerons à autre chose. J'étais d'une naïveté incroyable. 4 mois après le début de ce cauchemar, la police a officiellement classé l'affaire. Aucune charge n'a été retenue. Mon alibi était en béton. L'histoire de Mélanie avait plus de trous qu'un gruyère, et il n'y avait aucune preuve que quoi que ce soit se soit passé. Je pensais que ce serait la fin. Enfin, la justification, non. Faux. Parce qu'à ce moment-là, j'avais déjà perdu mon emploi. Ma réputation était détruite. J'avais épuisé la plupart de mes économies pour un avocat. Et les gens qui m'avaient tourné le dos ne m'ont pas soudainement accueilli à bras ouverts. La plupart d'entre eux me regardaient toujours comme si j'étais coupable. Pas de charge ne veut pas dire innocent. Ce genre d'ordure. Certaines personnes m'ont dit en face que je l'avais probablement fait mais que je m'en étais sorti grâce à un vice de procédure. J'ai déménagé dans un autre quartier de la ville et j'ai trouvé un nouvel appartement dans un endroit où personne ne me connaissait. J'ai commencé à chercher du travail, ce qui était brutal. Les vérifications d'antécédents ne montraient pas d'arrestation, mais Google si. Mon nom était associé à l'accusation en ligne. Quelqu'un avait archivé la publication originale sur les réseaux sociaux. J'ai tout essayé pour la faire supprimer. Rien n'a fonctionné. J'ai dû l'expliquer lors des entretiens. La plupart des responsables des ressources humaines changeaient d'expression lorsqu'ils abordaient le sujet. Je leur expliquais toute l'histoire, faussement accusée, entièrement innocentée, complètement blanchie. Certains étaient compréhensifs. La plupart disaient qu'ils garderaient mon curriculum vitae en dossier. Un entretien m'a détruit. Le directeur du recrutement semblait formidable. Nous avons eu plusieurs séries d'entretiens. Puis il a dit que l'entreprise ne pouvait pas aller de l'avant. Ils avaient vu les accusations en ligne. Il a dit qu'il me croyait personnellement, mais que ses mains étaient liées. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 1 heure après ça. Finalement, j'ai décroché un nouvel emploi, avec un salaire moins élevé et moins de prestige. L'entreprise était plus petite, plus disposée à prendre un risque. Mon nouveau patron avait vécu sa propre situation injuste des années auparavant et comprenait comment le système fonctionnait. Ce travail m'a sauvé. J'ai commencé à tout reconstruire à partir de zéro. Je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient pas mon passé. J'ai fait profil bas. J'ai appris à être prudent quant aux personnes en qui j'avais confiance. J'ai commencé à voir un thérapeute parce que la paranoïa devenait grave. Je remettais en question chaque interaction, me demandant si les gens me cherchaient sur Google plus tard. Et j'ai pris une décision, j'en avais fini avec mon ancienne famille. Complètement fini. Pas de manière colérique, pas de manière vengeresse, juste d'une manière pratique, d'autoconservation. Ces gens avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Ils avaient choisi le confort plutôt que la vérité, la panique plutôt que la patience. Et ce faisant, ils m'avaient montré exactement où je me situais dans leurs priorités, tout en bas. Puis, 6 mois après la clôture de l'enquête, Sophie m'a appelé. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis qu'elle m'avait giflé à ce barbecue. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Elle avait l'air terrible, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose, que c'était important. C'est laquelle a lâché la bombe, Mélanie avait admis qu'elle avait menti. Tout était inventé. Apparemment,
des filles de son école l'avaient incité à le faire pour se venger de la fois où je l'avais réprimandé. Mélanie s'était sentie coupable, avait commencé à mal se comporter, et avait finalement craqué et avoué à Sophie. Sophie sanglotait, s'excusant encore et encore, disant qu'elle aurait dû me parler d'abord, aurait dû demander ma version, aurait dû faire littéralement n'importe quoi d'autre que de détruire immédiatement ma vie sur la base de l'accusation d'une adolescente. Je suis resté assis là à l'écouter pleurer, et je n'ai absolument rien ressenti. Pas de soulagement, pas de colère, rien. Juste cette froideur vide. La validation que j'avais été innocent tout le long aurait dû signifier quelque chose. Cela aurait dû ressembler à une justification, mais ce n'était pas le cas parce que le mal était déjà fait. J'avais déjà tout perdu. Savoir que j'avais raison n'a pas ramené mon travail, ma réputation, mon sentiment de sécurité, ou l'année de ma vie que j'avais passée en enfer. Quand elle a finalement arrêté de parler, je lui ai posé une question, as-tu jamais, ne serait-ce qu'une fois, pensé à me demander si c'était vrai avant de détruire ma vie? Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a commencé avec des excuses, a dit qu'elle avait eu peur, qu'elle protégeait sa fille, que n'importe quelle mère aurait réagi de la même manière. Je lui ai dit que n'importe quelle personne décente aurait d'abord posé des questions. Que la famille devrait signifier se donner le bénéfice du doute, au moins assez longtemps pour vérifier les faits. Qu'elle me connaissait depuis plus de 30 ans et aurait dû savoir que je n'étais pas capable de ce dont Mélanie m'accusait. Elle est devenue silencieuse. Puis elle a dit, je sais. Tu as raison. Je t'ai laissé tomber. Je suis tellement désolé. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle m'ait prévenu. Puis j'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé 17 autres fois ce jour-là. Je n'ai répondu à aucun de ses appels. Elle a laissé des messages vocaux, chacun plus désespéré que le précédent, me suppliant de lui parler, de lui donner une chance de s'expliquer, de la laisser arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Je les ai tous supprimés sans écouter plus de quelques secondes. Le truc, c'est que ces excuses ne changeaient rien. Ça n'annulait pas ce qui s'était passé. Ça n'effaçait pas les mois passés à être traité comme un criminel. La perte d'emploi, l'isolement social, la paranoïa, la dépression, rien de tout ça. Tout ce que ça a fait, c'est confirmer ce que je savais déjà, j'étais innocent. Mais être innocent ne m'a jamais protégé de tout perdre. Au cours des semaines suivantes, toute ma famille est sortie du bois. Tout le monde voulait soudainement parler, s'excuser et arranger les choses. Ma mère m'a envoyé un colis avec des biscuits. Comme si des biscuits pouvaient réparer ça. Je les ai donnés à mon voisin. Mon père s'est présenté à mon appartement sans prévenir. J'ai regardé par le Judas, je l'ai vu debout là, et j'ai presque ouvert la porte. Puis je me suis souvenu de ce barbecue, du dégoût sur son visage. J'ai ouvert la porte juste assez pour parler à travers la chaîne de sécurité. Il a dit que nous devions parler d'homme à homme. Je lui ai dit que j'enregistrais toutes les conversations maintenant. Il pouvait m'envoyer un courriel. Son visage est passé de déterminé à blessé, puis à en colère. Il a commencé à élever la voix sur le fait de jeter la famille par fierté. J'ai fermé la porte. J'ai reçu un courriel de lui plus tard, un long texte sur les obligations familiales, le pardon et les erreurs. Il disait que mon refus faisait du mal à ma mère. Je l'ai archivé sans répondre. Mes cousins ont essayé l'approche amicale. Thomas m'a envoyé un message pour prendre un café. J'ai accepté, curieux de voir quel angle ils allaient adopter. Nous nous sommes rencontrés dans un café de chaîne. Après quelques banalités, il en est venu à la vraie raison. Il a dit que je manquais à la famille. Tout le monde regrettait ce qui s'était passé. Mélanie souffrait de culpabilité. J'ai demandé où il était pendant mon enquête. Il est devenu mal à l'aise et a dit que c'était compliqué. Je lui ai dit que ce n'était pas le cas. Soit tu croyais que j'étais capable de ça, soit tu ne le croyais pas. Il a choisi de le croire. C'était son choix. Le fait est que j'étais déjà passé à autre chose. Au cours des 6 mois entre l'accusation et la confession de Sophie, j'avais construit une nouvelle vie, nouveau travail, nouveaux amis, nouvel appartement, tout était nouveau. J'étais allé en thérapie, j'avais surmonté la colère et la trahison, et j'avais accepté que mon ancienne vie était partie. Je n'étais plus la même personne. Le type naïf qui se présentait aux barbecues familiaux et faisait confiance à tout le monde? Il est mort le jour où Sophie m'a giflé. Cette nouvelle version de moi, j'étais prudent, sur mes gardes. Je documentais tout,
gardait des traces de toutes mes interactions et maintenait des limites comme si c'était des postes de contrôle militaire. Et je refusais absolument de laisser revenir quiconque m'avait jeté si facilement. Sophie a continué d'essayer. Appel, texto, courriel, se présentant à mon immeuble. Je n'ai jamais engagé la conversation au-delà de lui dire d'arrêter de me contacter. Elle s'excusait, disait que Mélanie n'était qu'une enfant, qu'elle avait été manipulée, que tout le monde fait des erreurs. Je lui rappelais que son erreur m'avait coûté mon travail, ma réputation, mes économies et 1 an de ma vie. Puis je m'en allais. Mes parents ont essayé la voie de la médiation. Ils ont organisé toute cette réunion de famille sans me le demander, puis m'ont appelé pour me dire quand et où me présenter. J'ai ri et j'ai raccroché. Ils se sont fâchés, ont dit que j'étais têtu, que la famille pardonne. Je leur ai envoyé un courriel expliquant que je ne les considérais plus comme ma famille et qu'ils devraient cesser d'agir comme s'ils avaient un quelconque droit sur mon temps ou mon énergie. Certains parents pensaient que j'étais trop dur. Ils disaient que je devrais pardonner à Mélanie parce qu'elle était jeune. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cette logique est une pure absurdité. Mélanie avait 13 ans quand elle a menti. Assez âgée pour comprendre les conséquences. Elle n'avait pas 6 ans et n'inventait pas une histoire de monstre sous le lit. Elle m'a délibérément, avec préméditation, accusé de quelque chose qu'elle savait pouvoir me mettre en prison. Elle a regardé pendant que je perdais tout et n'a rien dit pendant 6 mois. Et Sophie? Elle a choisi de croire une histoire sans aucune preuve plutôt que son propre frère. Elle n'a pas posé de questions, n'a pas attendu les faits, elle est juste immédiatement passée à l'offensive. Cela me dit exactement ce qu'elle pensait de moi, exactement à quel point je comptais peu par rapport à ses suppositions automatiques. Les gens aiment dire que la famille devrait pardonner, qu'on n'a qu'une seule famille, toutes ces choses sentimentales. Mais voici la vérité, la famille est censée vous soutenir. La famille est censée vous accorder le bénéfice du doute. La famille est censée vous connaître assez bien pour dire « Attends, ça ne ressemble pas à quelque chose qu'il ferait. » Découvrons ce qui s'est réellement passé. Ma famille n'a rien fait de tout ça. 2 ans ont passé. J'avais avancé dans ma vie, mieux qu'avant. J'ai été promu à mon nouveau travail et j'ai commencé à sortir avec quelqu'un lors d'une conférence professionnelle. Elle était intelligente, drôle et avait sa vie en main. Nous avons pris notre temps. Je me suis fait de solides amitiés avec des gens qui respectaient les limites. Mon appartement a commencé à ressembler à un foyer. J'ai acheté des meubles que j'aimais, j'avais des œuvres d'art sur les murs et des plantes que je gardais en vie, de petites choses qui représentaient la stabilité. Puis le 16e anniversaire de Mélanie est arrivé. Sophie a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué et m'a pris par surprise. Elle s'est lancée dans un discours préparé. Mélanie voulait me voir, avait écrit une lettre et voulait juste s'excuser en personne. Sophie m'a supplié d'y réfléchir. Ces 3 années avaient été dures pour Mélanie aussi. Elle avait perdu des amis et avait été harcelée. Sophie a dit que Mélanie faisait des cauchemars, était en thérapie 2 fois par semaine et avait tenté de se faire du mal une fois à cause de la culpabilité. Sophie essayait de me faire sentir responsable de la santé mentale de Mélanie. Même manipulation, angle différent. J'ai écouté pendant 10 minutes d'affilée. Sophie a passé en revue tous les arguments. Mélanie n'était qu'une enfant. Elle avait été manipulée. Elle avait appris sa leçon. Tout le monde voulait guérir. Pourquoi étais-je si têtu? Quand elle s'est arrêtée, j'ai dit un seul mot, non. Sophie a essayé d'argumenter, a dit que Mélanie souffrait, qu'elle faisait des cauchemars, qu'elle était en thérapie, qu'elle avait changé. J'ai dit à Sophie que rien de tout cela n'était mon problème. Mélanie avait fait ses choix, et elle pouvait vivre avec. J'avais fait les miens aussi. Elle n'était qu'une enfant, a dit Sophie. Elle était assez grande pour savoir ce qu'elle faisait, ai-je répondu. Et tu étais certainement assez grande pour le savoir. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Je fais le mien maintenant. Sophie s'est mise à pleurer, disant que j'étais cruel, que Mélanie voulait juste tourner la page. Je lui ai dit que j'avais tourné la page en bloquant les numéros de tout le monde et en continuant ma vie. Ce que Mélanie voulait, c'était le pardon pour se sentir mieux dans sa peau. Ce n'était pas ma responsabilité. Ne m'appelle plus, ai-je dit, et j'ai raccroché. Elle a quand même envoyé la lettre, l'a postée à mon appartement. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon adresse, si elle a engagé quelqu'un pour la trouver ou si elle m'a harcelé d'une manière ou d'une autre. Cette violation m'a plus dérangé que la lettre elle-même.
La lettre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Beaucoup de « je suis désolé ». Beaucoup de « j'étais jeune et stupide ». Beaucoup de « tu me manques ». Mélanie parlait de la difficulté de ces années pour elle. Comment elle avait perdu des amis. Comment les enfants à l'école la traitaient de menteuse et pire encore. Comment elle souhaitait pouvoir tout reprendre. Elle a écrit sur des souvenirs spécifiques, apprendre à faire du vélo, moi lui apprenant, des fêtes d'anniversaire où j'étais arrivé avec des cadeaux, des fois où je l'avais aidé avec ses devoirs. Elle essayait de me rappeler qui nous étions l'un pour l'autre, essayant de déclencher une réponse émotionnelle qui me donnerait envie de renouer le contact. C'était une tactique de manipulation standard, et je l'ai reconnue parce que mon thérapeute m'avait préparé à exactement ce genre de choses. La lettre était bien écrite. Je lui accorde ça. Elle est probablement passée par plusieurs brouillons. Peut-être même qu'elle a eu l'aide de son thérapeute ou de Sophie. Elle a touché toutes les bonnes cordes. Elle reconnaissait ce qu'elle avait fait, assumait la responsabilité, exprimait un remords qui semblait sincère, décrivait comment elle avait changé et ne demandait rien d'autre qu'une chance de s'excuser en personne. Si je n'avais pas su mieux, si je n'avais pas vécu ce que son mensonge m'avait fait, cela aurait pu être émouvant. Mais je savais mieux, et j'ai reconnu la lettre pour ce qu'elle était, pas vraiment des excuses pour mon bien, mais une étape dans le processus de guérison de Mélanie. Son thérapeute l'a probablement suggéré. Écrire une lettre à la personne que vous avez blessée. Exprimer vos sentiments. Prendre vos responsabilités. C'est une bonne technique thérapeutique, bien sûr. Mais le but était d'aider Mélanie à se sentir mieux, pas de véritablement réparer les torts envers moi. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai passé à la déchiqueteuse. Pas par colère ou par dépit, juste par pure praticité. Ce chapitre de ma vie était clos. Certaines personnes en ligne m'ont dit que j'aurais dû au moins répondre, que je devrais lui donner une chance, que garder de la rancune est toxique. Mais voici ce que ces gens ne comprennent pas, je ne garde pas de rancune. Je ne suis pas consumé par le ressentiment. Je ne complote pas de vengeance ou ne me réjouis pas de leur souffrance. Je suis juste indifférent. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'apathie. Et je suis complètement apathique à l'égard de mon ancienne famille. Ce sont des étrangers maintenant. Des gens que je connaissais autrefois, comme de vieux camarades de classe que vous croisez au magasin et avec qui vous échangez des banalités avant de continuer votre journée. Sauf que je ne veux même pas des banalités. Des excuses n'effacent pas ce qui s'est passé. Elles ne me rendent pas le travail que j'ai perdu, les amis qui m'ont abandonné, ou l'année que j'ai passée en tant que paria social. Elles n'annulent pas les crises de panique que j'avais chaque fois que quelqu'un me regardait de travers, ou la paranoïa qui me faisait enregistrer chaque interaction avec un autre être humain. Elles ne compensent pas le fait d'avoir dû recommencer toute ma vie à 0 à 32 ans. Les excuses de Mélanie étaient pour son bénéfice, pas le mien. Elle voulait se sentir mieux. Elle voulait s'absoudre de sa culpabilité. C'est la nature humaine. Je comprends. Mais je ne lui devais pas ce réconfort. Je ne lui devais rien. Sophie m'a rappelé après l'anniversaire de Mélanie. Elle a dit que j'avais brisé le cœur de sa fille en ne me présentant pas. J'ai souligné que Mélanie avait brisé toute ma vie avec ses mensonges, donc nous n'étions guère quittes. Sophie a dit que je gardais une rancune contre une adolescente. J'ai dit que je me protégeais contre des gens qui avaient prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Grande différence. Mes parents ont essayé une dernière fois il y a environ 6 mois. Ils vieillissent. Ça a commencé avec toute la routine, la vie est trop courte et la famille est tout. Ma mère m'a envoyé un message disant qu'elle ne rajeunissait pas et qu'elle voulait me voir avant de mourir. Que garder des rancunes était épuisant. C'était un classique chantage affectif. Mon père a enchaîné avec quelque chose sur le fait qu'il avait fait des erreurs en tant que père, mais qu'il essayait de réparer les choses. Et est-ce que ça ne valait pas quelque chose? J'ai pensé à les ignorer complètement. Puis j'ai réalisé que si je ne les rencontrais pas, ils continueraient à essayer différentes approches, différents chantages affectifs, différents angles. Alors, j'ai accepté de les rencontrer pour un café une fois pour rendre ma position assez claire pour qu'ils l'acceptent enfin. Nous nous sommes rencontrés dans un lieu neutre, un café de chaîne à mi-chemin entre nos quartiers. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une place près de la sortie et j'ai apporté un livre pour avoir quelque chose à faire s'ils étaient en retard. Ils ne l'étaient pas. Ils sont arrivés pile à l'heure, l'air nerveux. C'était la seule fois que je les voyais en personne en 3 ans. Ils avaient l'air plus âgés, plus fatigués. Ma mère avait plus de cheveux gris que dans mon souvenir.
Mon père avait perdu du poids et semblait plus petit d'une certaine manière. Une partie de moi avait pitié d'eux. Le reste de moi se souvenait de ce qu'ils m'avaient fait subir. Ils se sont assis et ont commandé un café qu'ils ont à peine touché. Ma mère a pleuré pendant la majeure partie de la conversation, s'épongeant les yeux avec des serviettes qu'elle avait apportées spécialement à cet effet. Mon père a fait son truc stoïque, mais je pouvais dire qu'il était ému aussi. Ses mains tremblaient quand il a soulevé sa tasse de café. Ils ont dit que je leur manquais, que les réunions de famille n'étaient pas les mêmes sans moi, qu'ils avaient fait une erreur en ne me soutenant pas dès le début. Ma mère a parlé de la vacuité des fêtes, comment elle avait mis une assiette pour moi à Noël par habitude, puis avait pleuré en réalisant que je ne venais pas. Mon père a mentionné mon anniversaire, comment ils avaient envoyé une carte qui était revenue avec la mention « Retour à l'expéditeur », parce que j'avais changé d'adresse sans le leur dire. Ils essayaient de me montrer à quel point mon absence leur faisait du mal, à quel point ils me voulaient de retour. J'ai écouté tout ce qu'ils avaient à dire. Je n'ai pas interrompu, je n'ai pas argumenté, je les ai juste laissés tout sortir. Quand ils ont finalement arrêté de parler et m'ont regardé avec attente, je leur ai exposé la situation, clairement et simplement. Quand Sophie m'a accusé, vous n'avez pas posé de questions. Vous ne m'avez pas pris à part pour me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Donne-nous ta version. Vous avez juste supposé que j'étais coupable. Vous m'avez laissé quitter ce barbecue seul, sachant ce que les gens disaient de moi. Et vous n'avez pas pris contact une seule fois pendant l'enquête. Pas une seule fois. Vous m'avez laissé traverser des mois d'enfer complètement seul. Vous avez laissé ma vie s'effondrer sans même vérifier si l'histoire avait du sens. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Ma mère a essayé d'interrompre pour s'expliquer, mais j'ai levé la main. Je n'ai pas fini. Vous vous êtes excusé maintenant, et j'apprécie ça. Vraiment. Mais des excuses ne créent pas la confiance. La confiance se construit avec le temps par des actions. Et vous avez détruit plus de 30 ans de confiance en un après-midi. Je ne suis pas intéressé à la reconstruire. J'ai une bonne vie maintenant avec des gens qui me respectent et qui croient en moi. Des gens qui m'ont accordé le bénéfice du doute quand les choses se sont compliquées, qui m'ont soutenu, qui ont posé des questions avant de porter des jugements. Je n'ai pas besoin du stress de me demander si vous me jetterez à nouveau la prochaine fois que quelqu'un fera une accusation. Mon père a commencé à parler, quelque chose sur le fait qu'il ne referait jamais cette erreur. Mais je l'ai interrompu. Vous ne le savez pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Parce que quand ça comptait, quand j'avais le plus besoin de vous, vous avez échoué. Pas parce que vous êtes de mauvaises personnes, mais parce que vous êtes humains. Vous avez paniqué. Vous avez cru au pire. Vous vous êtes protégé. Je comprends. Mais je me protège maintenant. Et cela signifie garder mes distances avec des gens qui ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance quand les choses deviennent effrayantes. Ma mère a dit que j'étais trop dur, que tout le monde mérite une seconde chance. Je lui ai dit qu'elle avait peut-être raison, mais que je choisissais de ne pas en donner une. C'était mon choix, tout comme c'était son choix de croire que j'étais coupable sans preuve. Nous ne nous sommes pas parlé depuis. Le fait est que je ne pense plus beaucoup à eux. Parfois, quelque chose me rappellera le bon vieux temps, un souvenir aléatoire de dîner du dimanche ou de tradition de fête, et je sentirai un pincement au cœur. Pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait de la nostalgie, juste une reconnaissance que les choses étaient différentes avant. Mais ensuite, je me souviens de ce qu'ils m'ont fait subir. Et ce sentiment disparaît rapidement. Il est remplacé par cette satisfaction tranquille de m'en être sorti. D'avoir construit quelque chose de mieux. De ne pas être coincé dans un cycle de personnes qui traitent la famille comme quelque chose de jetable. Ma petite amie et moi avons célébré nos 2 ans le mois dernier. Elle est incroyable. Honnêtement, elle travaille dans le marketing, a un grand sens de l'humour et me met au défi de manière positive. Nous avons emménagé ensemble il y a environ 6 mois. Nous avons trouvé un endroit avec une chambre supplémentaire que nous utilisons comme bureau à domicile. Elle connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé avec ma famille, qu'il y a eu une fausse accusation qui a détruit ses relations, mais elle n'a pas insisté pour avoir des détails. Elle a dit que quand je serai prêt à tout lui dire, elle écoutera, mais qu'elle ne me mettra pas la pression. Ce niveau de respect, de compréhension des limites, c'est à ça que ressemble un vrai soutien. Elle n'a pas eu besoin de connaître tous les détails de mon passé pour me faire confiance dans le présent. Elle m'a jugé sur mes actions, mon caractère, la façon dont je la traitais elle et les autres. Un concept nouveau, n'est-ce pas?
Nous avons un bon groupe d'amis maintenant. Des couples pour la plupart. Des gens que nous avons rencontrés au travail ou par le biais de loisirs. Nous organisons des soirées-jeux, des dîners et des week-ends, des choses normales que je pensais ne plus jamais avoir après que tout se soit effondré. Ces gens me connaissent comme le type qui est bon aux jeux questionnaires, qui fait de terribles blagues, qui est étrangement compétitif aux jeux de société, pas comme le type qui a été accusé de quelque chose de terrible. C'est le cadeau de recommencer à zéro, vous pouvez être qui vous êtes maintenant, pas qui vous étiez quand votre vie a explosé. Certaines personnes m'ont dit que je suis trop impitoyable, que je devrais laisser tomber et renouer avec ma famille. D'autres disent que j'ai totalement raison, que ce qu'ils ont fait est impardonnable. Honnêtement, je me fiche de ce que les autres pensent. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, de qui a raison ou qui est raisonnable. Il s'agit d'autoconservation et de santé mentale. J'ai appris une dure leçon il y a 3 ans. J'ai appris que les gens se retourneront contre vous en un clin d'œil si l'accusation est assez grave. Que votre histoire avec quelqu'un ne signifie rien quand la peur et l'indignation prennent le dessus. Qu'être innocent ne vous protège pas de tout perdre. Ce sont des leçons brutales, mais elles sont précieuses. Elles m'ont appris à être plus prudent, plus sélectif, plus protecteur de la vie que je construis. J'ai aussi appris que je suis plus fort que je ne le pensais. J'ai survécu à une destruction complète et j'ai reconstruit ma vie à partir de rien. J'ai perdu mon travail, ma réputation, ma famille, mes amis, ma maison, tout. Et je me suis quand même levé chaque matin, j'ai suivi les mouvements et j'ai continué à avancer jusqu'à ce que ces mouvements redeviennent réels. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut dire. Je suis fier de cette force, même si j'aurais aimé ne jamais avoir à la développer. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai trouvé une nouvelle famille chez les gens qui m'ont réellement soutenu, et j'ai créé une vie qui ne dépend de personne qui a prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Cela vaut plus pour moi que n'importe quelle réunion de famille ou fête d'anniversaire. Mélanie a 19 ans maintenant. J'ai entendu via les réseaux sociaux qu'elle est à l'université et étudie la psychologie. Une partie de moi se demande si elle essaie de comprendre pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Une partie de moi espère qu'elle a appris, qu'elle est devenue quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Mais c'est un espoir lointain, le genre que vous avez pour des étrangers, comme espérer qu'une célébrité redresse sa vie, détachée, impersonnelle. Elle est en thérapie de manière constante depuis la confession. J'espère sincèrement que ça l'aide. Pas pour moi, mais pour elle. Peut-être qu'elle deviendra une personne décente. Peut-être qu'elle l'est déjà. Peu m'importe, dans un sens ou dans l'autre. Sophie a récemment pris contact avec une nouvelle approche. Mélanie souffrait d'anxiété sévère et de culpabilité. Son thérapeute a suggéré qu'une rencontre pourrait aider. Sophie m'a demandé si je ferais une conversation avec un médiateur et a proposé de payer. Fais-le n'importe où, n'importe quand. Juste une fois. Juste une chance pour Mélanie de dire ce qu'elle avait besoin de dire. Je lui ai dit non. Ma vie est paisible maintenant. J'ai une petite amie avec qui je suis sérieux. Nous avons parlé de fiançailles la semaine dernière. Je suis en lice pour une autre promotion. Je joue au basket le mercredi soir. J'apprends la guitare. Nous avons un voyage au Colorado le mois prochain. Ouvrir cette porte signifie inviter à nouveau le chaos. Je ne suis pas prêt à faire ça. Chaque interaction avec mon ancienne famille a été épuisante, pleine de chantage affectif et de manipulation. Je ne leur dois rien. Le dernier message que j'ai envoyé à Sophie était assez clair. Je lui ai dit que je comprenais que Mélanie avait des difficultés et que j'espérais sincèrement qu'elle trouverait la paix et la guérison. Mais je lui ai aussi dit que ma guérison nécessitait une distance de toutes les personnes impliquées, que j'avais travaillé dur pour construire une vie qui ne les incluait pas, et que je n'allais pas compromettre ma santé mentale pour la leur. Je leur ai souhaité bonne chance et leur ai demandé de ne plus me contacter. Elle a renvoyé un long message sur le fait de tourner la page, sur comment Mélanie ne guérirait jamais vraiment sans m'affronter, sur mon égoïsme. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué ce numéro aussi. Elle n'a pas repris contact depuis. Du moins, pas d'une manière que j'ai remarquée. C'était il y a 4 mois. Je sais que certaines personnes qui lisent ceci penseront que je suis froid, peut-être même cruel. Ils diront qu'une adolescente a fait une erreur et que je la punis à vie. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, je ne punis personne. Je vis simplement ma vie sans eux. Il y a une différence. La punition implique que j'essaie activement de leur faire du mal, que je cherche à me venger ou à les faire souffrir. Je ne fais rien de tout ça.
J'existe simplement dans mon propre espace, je construis mon propre bonheur, je protège ma propre paix. Ils se sentent punis parce qu'ils veulent quelque chose de moi que je ne suis pas prêt à donner. C'est leur problème, pas le mien. Ma petite amie connaît les grandes lignes de ce qui s'est passé, mais pas tous les détails. Elle m'a demandé une fois si mon ancienne famille me manquait. Je lui ai dit honnêtement que l'idée d'eux me manquait, la version qui existait avant que je découvre le peu de foi qu'ils avaient en moi. Mais la réalité de qui ils étaient vraiment quand ça comptait ne me manque pas. Les personnes qui m'ont soutenu quand les choses sont devenues difficiles, ce sont elles qui comptent maintenant. Elle a parfaitement compris ça. Elle vient elle-même d'une situation familiale compliquée et a dû faire face à sa propre part de trahison et de déception en grandissant. Alors, elle comprend que parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de partir. Sans culpabilité, sans remise en question, juste en reconnaissant quand une relation est toxique et en vous choisissant vous-même à la place. Nous parlons d'emménager ensemble, peut-être de nous fiancer l'année prochaine, de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas le poids de la trahison qui pèse dessus, quelque chose basé sur une confiance qui se gagne, pas qui est supposée. J'ai vu ma mère en public une fois il y a environ 1 an. Nous étions dans la même épicerie, complètement par hasard. Elle m'a vu la première et a commencé à marcher vers moi avec ce regard plein d'espoir sur son visage, comme si peut-être assez de temps avait passé pour que je sois prêt à parler. Je me suis retourné et j'ai marché dans l'autre sens sans hésitation. Je l'ai entendu appeler mon nom mais je ne me suis pas retourné, je n'ai pas ralenti, j'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que je sois dans une autre allée. Ce n'était ni dramatique ni émotionnel. Je ne voulais juste pas avoir cette conversation au milieu du rayon des fruits et légumes. Je ne voulais pas m'y mettre, entouré d'étrangers achetant des légumes. J'ai reçu un texto d'elle plus tard dans la journée. Elle a dit que ça lui avait fait mal de me voir partir comme ça, qu'elle voulait juste parler quelques minutes. J'ai répondu que je comprenais, mais que j'avais clairement exprimé ma position et que rien n'avait changé. Elle a dit qu'elle continuerait d'espérer que je change d'avis un jour. Je lui ai dit qu'elle était libre d'espérer, mais de ne rien attendre. C'était le dernier contact direct que nous avons eu. Récemment, j'ai découvert en furetant sur les réseaux sociaux, par accident, que Mélanie avait posté quelque chose de vague sur le pardon et l'apprentissage des erreurs. Ça ne me mentionnait pas par mon nom, mais c'était assez évident de quoi elle parlait. Les commentaires étaient remplis de gens la soutenant, disant que tout le monde mérite le pardon, que garder des rancunes est toxique. Je n'ai pas répondu ni réagi à la publication. Ça ne m'a même pas assez importé pour me sentir agacé. C'est le drame de quelqu'un d'autre maintenant. L'histoire de quelqu'un d'autre. Je vis juste ma vie. Ma vie maintenant est assez simple et directe, honnêtement. Travail, salle de sport, passer du temps avec ma petite amie et notre groupe d'amis. Travailler sur mes loisirs. J'ai commencé le travail du bois l'année dernière. J'ai construit une étagère qui s'est avérée plutôt décente. Je pense à prendre un chien. Des choses normales. Des choses ennuyeuses. Le genre de vie que les gens tiennent pour acquise jusqu'à ce qu'ils aient dû la reconstruire à partir de zéro. Les gens me demandent si je me réconcilierai un jour avec ma famille. Ma réponse est toujours la même, ne jamais dire jamais, mais je ne retiens pas mon souffle. Si une réconciliation se produit, ce sera parce que quelque chose de fondamental changera. Pas parce qu'assez de temps a passé ou parce qu'ils se sont assez excusés. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de ce à quoi ce changement fondamental ressemblerait. La confiance n'est pas quelque chose que l'on peut reconstruire avec des excuses et du temps seul. Elle se reconstruit par des actions constantes sur des années. En prouvant que vous avez changé, en démontrant que vous comprenez ce que vous avez fait de mal et pourquoi c'est important. Ma famille n'a rien fait de tout ça. Ils se sont juste excusés et s'attendaient à ce que je revienne. Comme si dire « désolé » était un bouton de réinitialisation magique. Ce n'est pas le cas.